Bonjour à tous, on est de retour. On a eu un peu de retard, mais c'est pas grave, on est de retour. On va en profiter. On est en petit comité ce soir. On est avec Youssef. Comment ça va, Youssef? Bonsoir. Bonsoir, Youssef. Tu devras parler encore plus loin du micro. Ça va, Bonsoir, Youssef? bonsoir. Tranquille. Et Testez le Omar. micro. Omar, comment ça va, Omar? Très bien. Et toi, Wissam? Ça va Je suis aussi. content de te voir. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça Très, fait très longtemps. très longtemps. Vous avez eu l'occasion juste avant avec la perme de parler de l'actualité. Et comme là, on est en petit comité, on va en profiter avec tous les deux pour faire un point sur la Palestine. Et pour commencer très rapidement, Youssef, est-ce que tu peux nous faire un point là sur la Palestine et notamment sur Rafah? Je ne sais pas si tu peux nous expliquer, et Omar, ce qui se passe à Rafah, parce que j'ai vu que apparemment Netanyahou a appelé à bombarder Rafah, il y a eu des bombardements et des morts en gros, c'est ça? Et pourquoi c'est aussi scandaleux ce bombardement encore plus que le reste à Rafah? Oui, c'est-à-dire que il y a des négociations qui ont lieu, enfin des négociations ont lieu depuis plusieurs semaines déjà, sous l'égide. Alors, elles sont pas directes évidemment, hein. Elles ont lieu donc au Caire, entre la partie palestinienne et la partie sioniste. Et il y a donc un certain nombre de revendications ont été émises par la partie palestinienne, refusées par Netanyahou, par l'État d'Israël. Et du coup, eh bien, Netanyahou a donné l'ordre à son armée de préparer, alors je cite les termes, ensuite on va en discuter, de préparer un plan d'évacuation de Rafah. Rafah, où sont concentrés pas loin de 1 500 000 réfugiés. Alors on pourrait, on C'est peut la même. quasi-totalité de Alors, Gaza. non, parce qu'ils sont 2,5 millions. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est même des sur-réfugiés. Certains sont réfugiés 2, 3, à 3 reprises même, hein. Certains, c'est la 3e fois qu'ils sont réfugiés de réfugiés de réfugiés. Donc du coup, pourquoi? Alors d'abord pour faire pression sur Hamas, pour amener Hamas à assouplir ses revendications dans ces négociations qui ont lieu sous-jacentes, hein. Et deuxièmement, Netanyahou prétend qu'il a anéanti, enfin que l'armée israélienne, alors je vous cite, aurait anéanti toutes les brigades de résistance à Gaza Nord et à Khan Younes, en gros Gaza presque centre, et qu'il resterait donc 4 brigades à Rafah, et ce serait pour éliminer ces brigades qu'il faudrait donc lancer une offensive. Alors, cette offensive, ce serait quoi? Le but de Netanyahou, ce serait de vider de ses habitants la ville de Rafah pour avoir les coups des libres, les coups des franches, pour pouvoir exterminer les brigades de résistance qui demeurent à Rafah. Ça, c'est ce que dit Netanyahou. En vérité, en vérité, les troupes de la résistance sont bien plus importantes qu'ils ne le pensent. Et c'est plus que 4 brigades qu'il y a. Qui ne le dit. Comment? Plus qu'il ne le Oui, dit. qui ne le dit. Et qui ne le dit, oui, parce que la réalité, il la connaît sur le terrain, vu les pertes israéliennes. Mais il y a autre chose, c'est que le but est aussi de vider Rafah. C'est-à-dire que le plan d'évacuation qu'il a demandé à son armée de préparer ne dit pas vers où les gens seraient évacués. Or, évidemment, l'idée sous-jacente, ce serait de forcer l'Égypte à ouvrir les portes de Rafah. Donc, vous savez que la ville de Rafah, en fait, est divisée en deux, hein. Il y a 2 Rafah. Il y a le Rafah du côté palestinien et Rafah du côté égyptien. Donc, ce serait de forcer l'Égypte à ouvrir les portes de la frontière et contraindre ainsi tous les habitants de Rafah à partir vers l'Égypte. Et c'est ça, en fait. Il ne dit pas vers où. Mais bien évidemment, il ne pense pas que les gens seraient évacués vers le nord, parce que de toute façon, au nord, il n'y a pas de structure d'habitation susceptible d'accueillir tous ces réfugiés. Donc, quand il dit évacuer, c'est les évacuer vers l'Égypte. Ce à quoi l'Égypte s'oppose totalement. Athènes enseigne que Sisi a envoyé des chars à la frontière, une 50aine de chars égyptiens, et qu'il a menacé que ce serait un casus belli au cas où Israël forcerait l'Égypte à accueillir ces réfugiés. Il a érigé une nouvelle barrière de béton de 6 mètres de haut, enfin non, très haute, et de 6 mètres de profondeur, pardon, avec fil de fer barbelé au-dessus, etc., 6 mètres de profondeur, je ne sais pas si vous imaginez, à la frontière, pour boucher de façon hermétique cette frontière. Il envoie des troupes,
hein. Et donc le but est de, ce qu'il dit à Netanyahou, c'est qu'il est hors de question qu'effectivement ces réfugiés aillent vers l'Égypte. Alors pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il y a des bonnes âmes qui ne comprennent pas pourquoi, comment les Oui, l'Égypte est souvent critiquée pour pas apporter de l'aide aux Palestiniens. Ce serait exactement faire ce que Netanyahou désire. Non, l'aide humanitaire doit passer, les gens doivent rester à Rafah, bien sûr. Alors, en même temps, les Israéliens donc, menacent d'une grande opération terrestre à Rafah, qu'ils n'ont toujours pas faite. Pour l'instant, ils ont bombardé. Ils ont donc commencé les bombardements la nuit dernière. Une opération spéciale a eu lieu qui a permis la libération de 2 otages la nuit dernière, mais au prix d'une centaine de civils tués. Donc les 2 otages étaient dans une famille, simplement, palestinienne. Mais pour cela, des bombardements massifs ont eu lieu. Il y a eu une centaine de morts, des civils palestiniens. Et donc, Netanyahou ne cesse de proclamer que la victoire est proche. Voilà. Alors, l'autre idée qui est sous-jacente, c'est que certains disent que donc ce serait une pression sur les organisations de résistance. Et les organisations de résistance tiennent ferme et disent non, nous maintenons nos conditions. Les conditions de la négociation, c'est libération des prisonniers palestiniens, cessez-le-feu total, libération des prisonniers palestiniens, donc retrait des troupes israéliennes. Et Netanyahou est prêt juste à une trêve de 2 mois. Voilà, en gros, sur quoi ça... Ah, c'est ça les négociations en ce moment? C'est une trêve de... Alors, Netanyahou lui proposerait uniquement une trêve de longue durée, enfin de quelques mois, alors que Hamas lui demande un cessez-le-feu total et la libération de prisonniers palestiniens. Une liste a déjà été donnée. Voilà. Donc, mais le point principal, c'est le cessez-le-feu total que demande Hamas et que refuse Netanyahou. Alors, autre chose encore, juste au niveau de l'information, comment Hamas déclare qu'il est prêt à défendre Rafah et qu'il est hors de question que la population soit évacuée et qu'il est prêt parce que certaines parties arabes demandent à Hamas d'assouplir sa position, etc. Voilà. Alors en gros, on en est là et donc les bombardements ont commencé la nuit dernière. C'est parce qu'il faut le savoir, c'est principalement la nuit que l'on bombarde, puisque c'est là où les gens sont les plus vulnérables. Hein, voilà. En fait, apparemment, l'objectif stratégique des Israéliens, c'est de neutraliser une bande d'1 kilomètre de profondeur tout au long de la frontière entre Israël et l'enclave de Gaza, et notamment neutraliser ce qu'ils appellent le couloir de Philadelphie, c'est-à-dire cette bande d'1 kilomètre qui est entre Gaza et la frontière avec l'Égypte. D'accord. Donc l'objectif des Israéliens... Ils veulent le contrôle de cette... Voilà, toute cette bande d'1 kilomètre le long qui entoure Gaza pour empêcher qu'il y ait de frontière en réalité entre l'Égypte et Gaza. Il s'agit de neutraliser ça, de passer ça sous contrôle israélien et donc d'empêcher qu'il y ait un contact frontalier entre l'enclave et l'Égypte. Il faut savoir que les Israéliens soupçonnent fortement une partie de l'armée égyptienne d'être impliquée dans le soutien à la résistance palestinienne. Donc il s'agit de couper toutes les voies d'approvisionnement par les souterrains, les tunnels, etc., qui posent un très gros problème tactique à l'armée israélienne, contrairement à ce qu'ils peuvent avancer en dépit de 3 ou 4 mois de collecte de renseignements, avec l'aide des Américains et des Anglais notamment, mais pas seulement apparemment. Ils n'ont pas réussi à établir une cartographie de ces tunnels qui sont, paraît-il, organisés d'une manière extrêmement habile et impliquant une très grande sophistication de moyens. Voilà, donc leur but, c'est de couper la Gaza de l'Égypte aujourd'hui. C'est ça, Rafah. Toutes les spéculations sur les objectifs de neutralisation des brigades de la résistance sont des prétextes. La réalité, c'est que c'est ça, tu vois. Ils veulent absolument isoler Gaza. Là, on voit que, vous parlez des difficultés tactiques d'Israël, on voit qu'ils n'hésitent pas maintenant à attaquer des endroits où il y a des millions de personnes qui sont rassemblées, réfugiées, depuis le début. Mais là, j'ai l'impression, est-ce que c'est qu'une impression ou pas, que
mine de rien, alors effectivement, les attaques d'Israël continuent, elles se font même parfois de plus en plus féroces, mais est-ce que c'est pas justement la férocité de quelqu'un qui est en train de perdre la bataille de l'opinion? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, alors peut-être pas au niveau des gouvernements, même s'il y a des choses à dire, mais au niveau de l'opinion publique mondiale, il y a un changement par rapport au début? Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement la bataille de l'opinion, c'est la bataille tout court qu'il est en train de perdre, puisque les objectifs de guerre n'ont jamais été atteints, après bientôt 4 mois. 4 mois d'offensive. C'est-à-dire que quels étaient les objectifs? C'était de libérer les otages et c'était de détruire toute résistance. Ouais. Or, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a de la résistance. Les attaques sont extrêmement nombreuses. Les pertes israéliennes sont beaucoup plus importantes que les 200 morts que Israël reconnaît et les 600 blessés. Beaucoup plus. On parle plutôt de 500 morts au moins. Et énormément de blessés graves. Énormément de blessés graves. Ce qui est considérable. Et donc, les objectifs n'ont pas été atteints. Le moral des combattants n'a pas été atteint. Les dissensions au sein de l'établissement israélien sont très importants. Voilà. Bon, alors, tout cela est un fait. Alors, maintenant, la bataille de l'opinion. Alors, c'est sûr que la bataille de l'opinion, le récit israélien, le narratif, comme on dit, n'est plus du tout accepté. Il est courant maintenant de parler de génocide. Ça n'est même plus un tabou. Auparavant, souvenez-vous, les débats âpres qu'il y avait. Maintenant, il n'y a plus de problème. Il s'agit vraiment d'un génocide. Le compte à rebours du jugement de la Cour de justice internationale est en train de courir, puisque Israël avait 1 mois pour mettre un terme à tout ce qui pouvait ressembler à la mise en place d'un génocide. Or, maintenant, on en est à 15 jours. Dans 15 jours, par exemple, Israël devra fournir les preuves qu'il ne met pas fin, en tout cas, à un génocide plus ou moins plausible, selon l'expression. Or, tout porte à croire au contraire. Au contraire, qu'il a complètement piétiné des pieds piétiné la décision de la Cour de justice internationale, qu'il continue tout ce qui constitue l'essence même d'un génocide, concernant évidemment les attaques contre les hôpitaux, les attaques contre du personnel civil, contre les civils, les attaques massives. Rien n'est fait pour, au contraire, limiter les pertes qui malheureusement s'accroissent de jour en jour. Donc dans 15 jours, on va avoir un nouveau round. Dans 15 jours, on va avoir... D'autant plus qu'il y a aussi les poursuites devant la Cour pénale internationale, pas uniquement la Cour de justice internationale, la Cour pénale contre Netanyahou, contre Biden, contre des États. On a des jugements qui sont rendus, par exemple, aux Pays-Bas. On a un tribunal qui interdit maintenant aux Pays-Bas d'exporter les pièces d'avions F-15 pour Israël. Hein. Voilà, c'est une décision de justice. Donc un peu partout dans tous les pays, il y a des décisions de justice. Et évidemment, ça alimente l'opinion. Ça alimente l'opinion publique. On a des États qui, comme l'Espagne, comme la Belgique, comme l'Irlande, s'opposent, et même la Finlande, je crois, s'opposent absolument à la coupure des subsides à l'UNRWA. Et d'ailleurs, à ce propos, je dois dire que le directeur de l'UNRWA vient de préciser une chose. À ce jour, aucune preuve n'a été apportée de l'implication de fonctionnaires de l'UNRWA dans l'histoire du 7 octobre. Alors c'est intéressant parce que c'est à la suite de cela que beaucoup de pays avaient suspendu leur aide. Oui, à ce suite de l'accusation de l'accusation aujourd'hui, elle est complètement vide. Alors c'est absolument incroyable, alors, c'est ce qui rend d'autant plus odieux la décision française. Hein. Il a été précisé, c'est hier, qu'à ce jour, Israël n'a fourni absolument aucune preuve de l'implication. Et les seules preuves qui, soi-disant, ont été fournies, ce seraient des cartes d'identité qui auraient été trouvées. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire du passeport qu'on avait trouvé dans les ruines du White Trade Center à New York, le passeport d'un terroriste. Hein. Là, c'est du même genre, du même acabit. C'est-à-dire qu'on aurait trouvé une pièce d'identité qui attestait, mais qui ne constitue évidemment pas une preuve. Donc à ce jour, il n'y a aucune preuve de l'implication. Alors on l'a bien dit, quand bien même il y aurait des gens de l'UNRWA qui seraient impliqués, que cela ne justifierait évidemment pas la rupture du soutien financier à l'UNRWA. Mais là, il n'y a aucune preuve. Alors, donc, ce que je veux dire, au niveau de l'opinion, les manifestations se poursuivent de plus belle dans beaucoup de pays. De pays, hein. On l'a vu en Espagne, on a vu dans beaucoup de pays, c'est des marées humaines. Au niveau il n'y a pas du tout de discrédit de la résistance palestinienne. Personne ne marche dans l'idée que Hamas
ou que les organisations de résistance palestiniennes seraient de méchants djihadistes comparables à Daesh, etc., etc. Ça n'a pas pris du tout. Ça n'a pas pris. Alors on va dire un mot sur la France. Il n'y a qu'en France où il y a de sérieux problèmes qui se posent à ce propos d'ailleurs. Je crois que la France fait figure d'exception malheureusement négative. Donc voilà. Donc c'est une bataille de l'opinion avec l'Allemagne, oui c'est vrai, mais je crois même peut-être plus la France encore que l'Allemagne parce qu'en France on a quand même des tribunaux qui ont rendu des jugements assez. Enfin, en tout cas, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Omar. C'est effectivement, c'est exact. Hein. Il y a l'opinion publique dans les sociétés occidentales montre de plus en plus de signes de solidarité avec la population de Gaza et le peuple palestinien. C'est absolument clair, c'est avéré, même aux États-Unis, on le voit bien, des villes qui apportent leur soutien à Gaza, qui demandent le cessez-le-feu, etc. C'est un phénomène effectivement sensible. Il faut quand même le nuancer au plan international par la très grande timidité, pour ne pas dire plus, des réactions chinoises et russes, notamment, qui constituent soi-disant un contrepoids à l'Occident collectif. On est obligé de noter avec perplexité cette retenue dans l'expression du soutien au peuple palestinien. On peut même s'inquiéter de certaines déclarations de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a établi une proximité entre la guerre russe en Ukraine et la guerre de l'entité sioniste contre le peuple palestinien, la guerre coloniale menée contre le peuple palestinien, en disant que ces deux pays avaient le même ennemi, avaient le même objectif. C'est extrêmement grave. Donc il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence. Et la seule indication forte que l'on peut observer ces derniers jours sur le plan diplomatique, c'est le fait que les États-Unis commencent à émettre des signaux de réserve. Voilà. La dernière rencontre entre Blinken et le prince héritier d'Arabie Saoudite est un moment très intéressant de l'évolution de la perception occidentale des enjeux globaux de la guerre coloniale menée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Parce que le prince d'Arabie Saoudite, le MBS, Mohammed bin Salman, a dit très clairement qu'il n'y aurait pas de reconnaissance d'Israël tant que le bombardement de Gaza perdurerait et tant qu'il n'y aurait pas un engagement daté, acté et circonstancié, un engagement de création d'un État palestinien avec pour capitale Jérusalem-Est. Ça, c'est une avancée quand même de la part de... Oui, c'est une expression extrêmement forte de la part d'un allié obédiant des États-Unis. Donc, de moins en moins, j'ai l'impression. Oui, de moins en moins, mais ça reste quand même un allié stratégique. Les Saoudiens savent bien que les accords de Quincy de 1944 de sécurité entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'est leur garantie de sécurité ultima ratio. S'ils n'ont plus cette garantie-là, ils ne tiennent pas 12 jours. Oui. Donc oui, ils prennent quelques distances et quelques libertés avec la relation de vassalisation qui était la leur avec les États-Unis, mais il reste quand même qu'ils s'expriment de manière extrêmement claire sur ces deux points, l'arrêt des bombardements de Gaza et la reconnaissance d'un État palestinien avec pour capitale Jérusalem-Est. Je crois que ça n'a pas été dit aussi fortement depuis des dizaines d'années. Ouais. Donc il y a, à mon avis, une évolution contrastée. Ce qu'on peut constater en Occident collectif, et je vais m'arrêter juste après ça, ce qu'on peut constater, c'est que le divorce entre les opinions publiques qui sont outrées par le caractère absolument sauvage, barbare et criminel de bombardements massifs, continus de populations civiles et d'exécutions de sang-froid de femmes et d'enfants sous les télévisés en live, en direct. Et il y a un hiatus qui se creuse, un ravin qui se creuse entre la perception de cette opinion publique et le soutien de plus en plus clairement assumé
à une entreprise criminelle de massacre par les gouvernements. On voit bien que le boycott de l'UNRWA, qui a succédé immédiatement à la décision de la Cour internationale de justice, est un signal et un message politique d'une très grande clarté. Et on voit bien que ces régimes et ces gouvernements occidentaux basculent à la faveur de ce conflit dans une sorte d'autoritarisme idéologique, d'imposition d'un point de vue, d'imposition d'une norme politique qui est en contradiction directe avec les usages et les traditions démocratiques dont se prévalent ces pays. Et là, on voit sur le point de vue international, est-ce que sur le point de vue national, est-ce que pour vous, il y a des changements dans la gauche, par exemple? Alors, on sait que l'AIFI semble toujours le seul allié solide à la cause palestinienne. Mais est-ce que vous pensez dans les autres gauches, il y a des changements ou au contraire, c'est toujours aussi catastrophique? Je pense que tu vas pouvoir parler de Roussel, Youssef. Il va passer un mauvais quart d'heure, le Roussel, mais tout d'abord, je veux parler de l'AFI et de cette délégation qui a été menée ils sont partis, à Rafah, qui est restée plusieurs jours à Rafah sans pouvoir rentrer évidemment dans la Rafah nord, on va dire. Hein, et du coup, donc on a une délégation d'environ une dizaine de parlementaires, surtout des parlementaires de l'AFI, mais il y avait aussi, je crois, une députée communiste, il y avait aussi un député vert, il me semble. Et en tout cas, voilà. Donc cette délégation, c'est l'honneur de ce pays, hein, c'est vraiment l'honneur de ce pays. C'est une délégation qui était conduite par Coquerel, entre autres, et puis Thomas Porte. Et puis, donc, cette délégation est allée à Rafah pour réaffirmer la nécessité d'un cessez-le-feu et puis apporter un soutien quand même au peuple palestinien. Donc ça, c'est quand même important. C'est pas uniquement une perspective simplement de paix, mais aussi apporter, dire au peuple palestinien qu'il n'est pas seul. Alors, même si évidemment, malheureusement, c'est encore symbolique. Hein. Bien sûr, ils n'ont pas pu venir avec du matériel, avec tout cela, mais avec des secours qui sont toujours qu'on laisse passer toujours avec parcimonie. Hein. Je veux dire, on a même eu des camions des camions de ravitaillement qui ont été bombardés par Israël. Hein. Faut quand même le savoir. On a des photos. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quand même bien. Concernant le reste des forces politiques de ce pays. Alors du côté des macronistes, c'est vive Netanyahou, c'est absolument odieux. D'ailleurs, on pourra dire un mot de Aurore Berger, entre autres, hein, de certains représentants comme ça. Ouais, on va en parler. Ouais. Mais là, c'est absolument incroyablement odieux. C'est obscène, c'est d'une grande obscénité. Hein, c'est vraiment d'une grande obscénité. Qu'on n'avait jamais vu dans ce pays depuis très très longtemps. Jamais il y avait eu un soutien aussi total à une entreprise génocidaire. Jamais. Hein. Depuis très longtemps. Alors, il y avait le Rwanda, évidemment, mais le Rwanda, tout ça a été caché. La France y a été mêlée, mais bon. Mais là, on a l'affirmation d'un soutien à une entreprise génocidaire sans aucun complexe, relayé par des tribunaux. Alors, au reste, concernant les autres forces politiques, on l'a vu, il y a une sorte d'union sacrée autour de Netanyahou, le Rassemblement national. Alors, du côté du PS, c'est évidemment c'est catastrophique. Le PS est fidèle à ce qu'il a toujours été. Ouais, mais tu vois, je vais prendre l'exemple du PS. Ouais. Symbole du rapport de force. Ouais. Glucksmann a dû contraint de prendre une position en demandant le cessez-le-feu. Oui. Alors, pour la première fois de sa vie, il va parler Alors voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est le symbole de quelque chose. Oui, bien sûr. Il a été contraint de dire cela parce que il se rend bien compte que l'opinion publique lui échappe de ce point de vue. Donc c'est pour essayer de rattraper un petit peu. On a quand même un Hollande qui sans vergogne considère les morts de Palestiniens comme étant des victimes collatérales, auxquelles avec l'histoire de l'hommage. Mais il reste le Parti communiste. Alors le Parti communiste, je crois que le Parti communiste poursuit son harakiri. Je crois qu'il va... oui, c'est un véritable harakiri. Il est en train de se suicider. Surtout sur la cause palestinienne. Alors c'était historiquement... Alors voilà, exactement. Tu as tout à fait raison. La cause palestinienne, qui était semble-t-il, un des piliers de la politique étrangère du Parti communiste. Hein. Les vieux communistes du parti, etc., tenaient au moins cela. Chassagne, etc., et d'autres comme cela. Et là, aujourd'hui, on le voit bien avec l'attitude de Roussel, attitude odieuse, méprisable, comme le personnage. Vraiment,
à l'image de ce qu'il a, de ce qu'il a toujours fait, Roussel. Hein. Roussel fait du Roussel, de toute façon. Et aujourd'hui, on le voit bien comment aujourd'hui, Roussel est absolument odieux concernant ce qui se passe en Palestine. Alors non seulement Roussel, mais je tiens à dire également le journal de l'Humanité. Et je le dis bien, le journal de l'Humanité, je pèse mes mots, je fais référence à une une de l'Humanité l'autre jour, hein, qui disait qu'en gros que Hamas était le meilleur ennemi des Palestiniens. Hein. Ah oui, Hamas, le meilleur ennemi des Palestiniens. Ça a été une découverture de l'Humanité. Bon, il y en a eu d'autres. Hein. C'est quand même odieux de dire cela parce que c'est exactement ce que disent on va dire soi-disant les modérés, enfin les pro-Netanyahou modérés, on va dire. C'est vrai, ou alors les anti-Netanyahou israéliens. Ils vont dire, qui diront, bon, certes, Netanyahou est un problème, mais Hamas, c'est le pire ennemi. Lui-même, Hamas, fait le malheur de son peuple, et c'est à cause de Hamas qu'en fait tout ça a eu lieu. Hein. Et donc, voir un journal qui se dit communiste reprendre ce narratif, c'est absolument odieux. C'est odieux. Hein, voilà, c'est-à-dire que, alors évidemment, on va dénoncer de temps en temps comment les bombardements, on va dire qu'il y a effectivement des civils qui sont tués, mais au final, l'idée qui ressort, c'est que c'est bien Hamas qui est responsable. Youssef, c'est une tradition du parti français, du parti communiste français. Oui, le FLN a été l'ennemi du peuple algérien, le Viet Cong a été l'ennemi du peuple vietnamien. Il y a toujours ce discours qui est repris plus ou moins fortement, mais là, de manière très claire aujourd'hui par le communisme français. C'est un harakiri, c'est une mort triste. La mort d'un commis de boucherie qui s'extasie devant ses retournements successifs, qui est très content de lui-même, visiblement, pour assumer jusqu'à l'abjection une espèce de revirement, d'abandon de tout ce qui faisait un peu l'idéal de justice et d'internationalisme. C'est le droit, la paix et l'internationalisme ne sont aujourd'hui complètement désavoués par la direction actuelle du parti français, qui est un parti aujourd'hui ouvertement sioniste. Tu dis parti français, ça m'amuse. Oui. Parti communiste français, oui. Oui, non, ce qu'il y a de grave, c'est que il ne participe même pas vraiment aux manifestations. Alors on a quand même, faut le signaler, on a quand même des municipalités, on a quand même des municipalités. Il y a des militaires historiques du PCF. Oui, bien sûr, on a des maires et des municipalités qui restent vaillantes, vaillants et vaillantes en soutien à la cause palestinienne. On a bien sûr des villes comme Vitry, comme Gennevilliers qui malgré tout apportent leur soutien. Hein, mais malheureusement, ça fait pas le figure. Hein. On demande si le PCF est pas un super allié du Fatah. Du quoi? Du Fatah. Du Fatah, un super allié, je ne sais pas, parce que aujourd'hui, tout le monde s'entend sur le fait. D'abord, ce que le PCF devrait quand même savoir, c'est que le Fatah combat à Gaza, combat les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, qui est la branche armée du Fatah à Gaza, combat actuellement, on a des vidéos qui arrivent de leurs exploits militaires contre l'armée israélienne. Hein, d'abord, il devrait savoir cela, qu'il n'y a pas de hiatus entre Hamas et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa à Gaza. C'est que le Fatah et Hamas combattent ensemble à Gaza. Hein. Alors, c'est quoi cette attitude qui consiste à viser l'un des acteurs de la résistance, hein. Alors, quand bien même le Parti communiste serait proche du Fatah, aujourd'hui, à Gaza, il n'y a pas de dissonance entre le Fatah et Hamas. Il faut l'affirmer. D'autant plus qu'on a aussi le FPLP, le FDLP, qui pourrait qui pourrait aussi alimenter le soutien du Parti communiste. Ce sont des organisations de gauche, marxistes, mais elles ne trouvent même pas grâce aux yeux du Parti communiste. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est même pas plutôt par inclination en direction du Fatah qu'il serait contre le Hamas. Je pense plutôt que le Fatah, il voulait peut-être que le camarade voulait parler de l'autorité de Ramallah. Ah oui. Je pense que je crois que c'est plutôt ça. Oui, mais même l'autorité de Ramallah, n'ose pas trop. Alors il y a un ou deux apparatchiks qui effectivement se sont exprimés contre Hamas, mais ils se sont vite tus parce que, à mon avis, ils risquent gros. Je le dis franchement, hein, ils risquent gros là-bas sur place. On n'attaque pas la résistance comme cela. Elle est extrêmement populaire, que ce soit en Cisjordanie, et même jusqu'au sein de l'autorité palestinienne, il y a énormément de contestations de Mahmoud Abbas.
Rappelez-vous cette lettre de 30 représentants de l'autorité palestinienne qui s'insurgeaient contre le refus de Mahmoud Abbas de soutenir la résistance. Et on a ces gens qui ont été directement menacés par les services israéliens. Hein, ces 30 personnes, 30 responsables du Fatah et de l'OLP sont directement menacés physiquement, je dis bien, actuellement, par les services israéliens. D'accord ? Et ils doivent se tenir à carreau. Voilà où en est la situation. Le Parti communiste, c'est question de savoir de quel côté il est. Il est du côté de la résistance ou du côté du service israélien. Alors, c'est un peu, si tu veux, c'est l'islamophobie habituelle des communistes français qui alimente cette espèce de lecture complètement sommaire, complètement réductrice de ce qu'est le Hamas et de ce qu'est la résistance palestinienne au colonialisme sioniste. C'est essentiellement ça. Je pense que le réflexe, c'est un réflexe de marxisme mal digéré, de mal lu, d'une idéologie de détestation des religions qui, à mon avis, sert de prétexte à ce retournement d'alliance de la direction du parti français. Et encore une fois, c'est bien la direction du parti communiste, c'est pas les militants. Les militants que l'on rencontre ici et là sont stupéfiés et restent sur la même ligne de soutien à la liberté. Alors, eux, ils s'en foutent que ce soit des musulmans ou des bouddhistes, pourvu qu'ils se battent contre l'oppression coloniale. Oui, Omar, je veux bien, mais il y a quand même un problème. C'est l'énorme soutien dont continue de bénéficier Roussel au sein du Parti communiste. Oui. Alors moi, je veux bien, il y a des tas de militants communistes que je connais qui sont très bien sur la question. Oui. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est que, et d'ailleurs, c'est pas uniquement sur la question de Palestine, hein, sur d'autres questions davantage domestiques, Roussel continue à bénéficier d'un soutien qui est extrêmement inquiétant, je veux dire, hein, extrêmement inquiétant, que ce soit aussi bien au niveau de la police, au niveau des tas de niveaux, hein, et évidemment, la question de Palestine vient. Mais voilà, ça c'est un... Pour faire un raccourci extrêmement provocateur, le Parti communiste français ne serait-il pas aujourd'hui, au fond, une sorte de rassemblement national social de gauche? Oui. C'est très méchant, mais oui. Au fond, quand on voit la communauté, en tous les cas la convergence d'analyse, la convergence de posture, on est en droit de se poser cette question. Et je pense que cette sensibilité aussi est nourrie d'un peu d'idéologie suprématiste, un peu d'occidentalisme central. Ouais. Voilà. Et une vision un peu mystifiée du peuple, voilà, des ouvriers et tout. Ouais, juste, il faudrait que tu te rapproches un peu plus du micro. Pardon. Alors, juste pour finir sur ce tour d'horizon de la gauche en France, on a donné les bons points à FI, on a donné les mauvais points, PS, Europe Écologie Les Verts, PCF. Mais il y en a un parti qu'on oublie beaucoup, alors que plutôt bien. Je sais que tu les as beaucoup égratignés par rapport aux campagnes présidentielles. Le NPA est plutôt solide. Il faut quand même rendre hommage à Poutou, qui a d'ailleurs des menaces par rapport à ça. Il faut absolument féliciter et se réjouir de ce maintien d'une position ferme du NPA et d'autres forces d'extrême gauche. On a aussi le POI, on a des organisations. Mais enfin, qui est dans la ligne de l'AFI. Oui, tu as raison. J'avais des NUPES, mais non, en fait, tu as raison. D'autres, le NUPES qui ne sont pas. C'est vrai. Non, c'est vrai. On a heureusement des forces d'extrême gauche qui maintiennent leur position. Du côté des anards, je dois dire, malheureusement, c'est pas l'unanimisme pro-palestinien. Il y a toujours ça a toujours été le cas. Oui, ça a toujours été le cas. Les anards ont toujours été très religieux, ambigus. Et le nationalisme, ils ont une vision stéréotypée de... Ouais, tu as tout à fait raison. C'est ça, l'histoire de le nationalisme, la religion, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont un siècle de retard, là encore. Hein. Ils ont... pourtant, j'apprécie l'anarchie, parce que je viens de l'anarchisme, en plus, hein, personnellement. Mais bon, ce que je veux dire, en tout cas, il y a cela. Mais il y a aussi autre chose qui est inquiétant. Il y a une étude qui a été faite sur la façon dont la NUPES aussi est décrite. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a quand même une grande offensive. La NUPES le paye cher. L'AFI le paye cher, ce soutien aux Palestiniens. Hein, il y a une étude qui a été faite là récemment que je viens de lire sur le nombre de fois où l'AFI est attaquée. Elle devient vraiment l'objet de toutes les attaques de toutes parts, alors aussi bien dans de la presse comme Le Monde, comme Mediapart, hein, rappelons-le quand même, hein, on passe son temps à relever les dérapages, les prétendus dérapages de Mélenchon, etc., tout cela.
Et ça, c'est extrêmement grave parce que on fait payer à l'AFI son soutien aux Palestiniens aussi. Il y a ça aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est pas rien de soutenir la Palestine aujourd'hui quand on est une force politique. Alors, à la limite, c'est peut-être plus facile de la part de l'extrême gauche. Alors, c'est vrai qu'il y a des menaces, qu'il y a tout cela, mais l'AFI le paye très cher. Parce qu'elle est à l'Assemblée, elle est au centre de toutes les attaques, elle est beaucoup plus visible, etc. Et donc, un acte de l'AFI a beaucoup plus d'importance que simplement une déclaration d'une organisation d'extrême gauche. Ça ne retire rien en fait. Hein. L'AFI est aujourd'hui le seul parti d'opposition. Ouais. Le seul parti, la seule sensibilité d'opposition au discours dominant, la seule force cohérente qui a un discours structuré, c'est bien l'AFI. Pour le reste, on est forcé de reconnaître que l'idéologie dominante, qui consiste à dire le 7 octobre a été un acte terroriste antisémite, est largement majoritaire dans toutes les organisations politiques, à l'exception de cette LFI. Ouais. Donc voilà, il y a une sorte de consensus négatif qui atteste aujourd'hui que la seule force d'opposition crédible, c'est la LFI. Là, je voulais qu'on parle on a commencé à en parler, mais l'hommage aux victimes des attaques du 7 octobre qui a été fait en France et qui a suscité pas mal de commentaires. Et notamment, certains ont critiqué le traitement différencié des morts du 7 octobre et des morts palestiniens. Et certains ont dû se justifier et de manière maladroite. On l'a vu avec, il y a François Hollande, il y a aussi Boris Vallaud, non, je ne sais plus lequel, un représentant du PS. Ouais, c'est ça, Boris Vallaud, ouais, c'est ça. Le mari de... Ouais, oui. Et on a vu aussi... De Madame Vallaud Belkacem, voilà. Et on avait aussi cette image symbolique d'un Meir Habib qui engueule Bompard et après fait une accolade à Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous avez à dire de tout ça, Omar? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on on tombe toujours du côté où l'on penche. C'est une belle expression, ça. Autrement dit, quand on est de tradition coloniale, on exprime sa sympathie et sa solidarité avec les colonialistes. Oui. C'est clair et net. Quand on a une tradition d'oppression des peuples du Sud, eh bien, on respecte cette tradition d'oppression des peuples du Sud et on va apporter son soutien à celui qui incarne aujourd'hui la continuité d'une pratique coloniale. Et effectivement, dans cet ordre d'idées, comme nous le disions tout à l'heure, il y a mécaniquement, automatiquement, systématiquement, une hiérarchie des victimes. On ne peut pas comparer un franco-israélien à un franco-palestinien. L'un est un citoyen qui bénéficie de la reconnaissance intégrale de l'Occident, l'autre, non. Ouais. L'autre est, on ne le dira jamais sous cette forme aussi directe, on ne le dira jamais de manière aussi claire, mais l'autre est un peu moins citoyen, il est un peu moins reconnu en tant que tel. Et ça, ce n'est pas explicite, mais ça fait tellement partie du contrat idéologique dominant qu'il n'est même pas besoin de le dire. Et donc aujourd'hui, la bourgeoisie occidentale de tradition coloniale, l'oligarchie au pouvoir à travers son contrôle des médias, de la finance, de tout ce que vous voudrez, se retrouve naturellement dans son expression colonialiste contemporaine. Elle ne va certainement pas se commettre avec des infrahumains ou des pas tout à fait citoyens ou des presque pas reconnus comme victimes. Mais d'ailleurs, cette inégalité humaine, on le voit dans le fait que pour masquer l'ampleur du drame qu'il y a en ce moment en Palestine, où on est à plus de 30 000 victimes pour l'instant, on rappelle sans cesse le 7 octobre. Comme si, au final, on n'est pas encore quitte, presque. C'est-à-dire, entre les 1300 victimes du 7 octobre et les 30 000, c'est pas assez. On n'est pas dans le même rapport humain. Oui, c'est la répétition sans cesse mais il y a eu le 7 octobre, qui vient comme justification à tous les morts de Gaza actuellement, délivre un message subliminal en disant de toute façon, une seule vie israélienne
n'équivaut même pas, enfin en tout cas, pardon, 30 000 vies palestiniennes n'équivalent même pas à une seule vie israélienne. Le narratif est là. On veut absolument nous convaincre que de toute façon, on n'a pas affaire à des êtres humains identiques et que de toute façon, hein, eh bien, c'est pour ça qu'il y a, je crois que c'est une députée finlandaise ou autre qui a dit bon, bah, c'est bon, maintenant la vengeance est faite, ça va. À partir de combien de morts de Gaza, eh bien, on estimera que la vengeance est suffisante. Mais moi, je le dis, jamais. C'est-à-dire que tous les habitants de la Palestine, les 13 millions de Palestiniens, ne valent pas une seule vie israélienne dans l'esprit de ces gens-là. De toute façon. Hein, et il faudra les poursuivre même. D'ailleurs, on espère bien comment faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de descendants à ce peuple palestinien, qu'ils soient tous exterminés. Hein, et quand bien même ils auraient des descendants, il faudrait poursuivre leurs descendants jusqu'à la fin des temps pour expier ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà ce qu'on veut nous faire absolument. Et donc la répétition. Jusqu'à la nausée, hein, comme on dit en latin, de cette justification du massacre, c'est ce qu'a répété cet hommage. C'est ce qu'a répété. Alors, Hollande l'a dit de façon franche. Flamby, on peut lui faire confiance là-dessus. Il dit les choses franchement, mais ils le pensent tous. Ils le pensent tous. Et je le dis bien, jamais on a eu un consensus colonial aussi puissant dans la France aujourd'hui. Jamais, depuis très longtemps, hein, on n'avait pas eu un... C'est comme si tout l'impensé colonial revenait en force. C'est comme si, effectivement, ce qui se passe en Palestine permettait de laver l'affront de tout le tiers-mondisme, de toutes ces victoires des pays du tiers-monde, des pays du Sud, contre leurs oppresseurs colonialistes. Hein. Israël est en train de laver, est en train de venger. En vérité, c'est cela, psychologiquement, de façon symbolique. Israël est en train de venger toutes les défaites coloniales de la France. Et voilà. Et ça, c'est très important de le dire. Hein. Dien Bien Phu, tout ce qu'on veut, etc. D'ailleurs, en synthèse, on peut dire qu'Israël, c'est un OAS qui a réussi. Oui, mais de toute façon, c'est exactement cela. Ouais, si l'OAS avait réussi, ça ressemblerait à Israël. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si lors de la guerre de 67, hein, eh bien, les restes de l'OAS qu'il y avait encore en 67, il y avait encore des restes de l'OAS en France, sous des couvertures, notamment les amicales de parachutistes et autres, hein, qui étaient des faux-nés de ce reste de l'OAS, eh bien, apportaient, j'ai des déclarations qui datent de l'époque, apportaient leur soutien plein et entier à Israël contre les pays arabes. Hein. Ça, faut le savoir. Donc, le Front National est dans cette continuité aujourd'hui. Je voulais juste rappeler, parce que j'ai dit 30 000, c'est le minimum. Hein. On est sûrement au-delà avec les corps pas retrouvés et tout. Et juste avant que tu interviennes, je voulais aussi souligner la position impossible dans laquelle on a mis la France Insoumise par rapport à cet hommage. C'est-à-dire qu'il y a un hommage, la France Insoumise vient, mais s'ils avaient dit qu'ils ne venaient pas, ça aurait fait aussi scandale. Donc ils ont fait un scandale parce qu'ils allaient venir, mais si la FI avait dit qu'ils ne venaient pas, ça aurait fait scandale aussi. Oui, c'est clair. C'est tout à fait clair. Aujourd'hui, le consensus est tout à fait clair. Et puis, on voit aussi quand même des choses inédites et inouïes. Le refus assumé d'un cessez-le-feu, de soutenir un cessez-le-feu quand des États qui se prétendent à la pointe de l'humanisme, du respect du droit, des libertés, quand ces États-là qui se présentent comme l'incarnation des Lumières, viennent dire qu'ils s'opposent à un cessez-le-feu, il y a quelque chose d'extraordinairement révélateur. Et c'est aujourd'hui, dans le monde entier, l'Occident est vu à travers ce prisme. Il ne s'agit même plus de double langage, il s'agit de l'affirmation presque sans complexe d'une attitude où les vies humaines ne se valent pas. D'une posture où il y a un deux poids, deux mesures flagrant. Là, on a parlé de l'hommage du 7 octobre. Il y a aussi un autre hommage, celui de Badinter. Alors, on rappelle Badinter qui est surtout connu principalement pour l'abolition de la peine de mort, qui est d'ailleurs reprochée là par l'extrême droite. Vous avez vu, ils ont été très offensifs sur ça. Par contre, on oublie des côtés sombres. On a vu un extrait qui a beaucoup tourné de Badinter pendant un hommage aux morts, je crois, de la Seconde Guerre mondiale, où il s'énerve contre le public. Et donc, tu as les gens qui ne connaissent pas le contexte, ils sont en mode « Ah, incroyable, Badinter, le respect qu'il impose », sauf que le public
venait siffler, il me semble, si, peut-être dans le chat on me confirmera, Oui. l'implication De Mitterrand. de Mitterrand dans la collaboration et tout. Bah, bien sûr. Et il y a ça, et aussi, il me semble, tu vas me préciser, par rapport à Israël, où il n'a pas été clair sur l'implication. Il a même déposé une requête, je crois, ou je ne sais plus. À la cour au tribunal pénal international. Non, à la cour pénale internationale. Pénal ou Non, pas la cour de justice, justement, c'est à la cour pénale. Il y a en 2019 ou 2020. Ah oui, mais il n'y a pas très longtemps. Oui, très récent. D'accord. Où il défendait Netanyahou. D'accord. Et Netanyahou qui risquait d'être poursuivi. Et, non, il a déposé un mémoire, voilà, c'est ça le terme, devant la CPI. Disant qu'elle était incompétente. Contestant l'exercice de sa juridiction sur les éventuels crimes de guerre commis par Israël en Palestine. Parce que des gens menaçaient de poursuivre Netanyahou pour crimes de guerre. Et lui, Benater, était le chef d'un staff de juristes qui était chargé de prouver l'incompétence de la Cour pénale internationale pour juger de crimes de guerre effectués par les dirigeants israéliens, donc Netanyahou. Et donc le brave Benater, qui est contre la peine de mort en France, d'abord, d'une part, faut le savoir, il n'a jamais été contre la peine de mort, même sans procès, en Palestine. Parce que cette peine de mort, elle est appliquée en Palestine. À chaque fois, on dit non, Israël. Mais en fait, Israël applique depuis longtemps la peine de mort aux Palestiniens, sans même de tribunal, sans même de procès. Donc, à la limite, il vaudrait mieux qu'il y ait des procès. Au moins, les choses seraient claires. Il n'a jamais protesté contre cela. Il n'a jamais protesté contre les politiques israéliennes. Sauf récemment par rapport de façon timide par rapport à cette réforme de la Cour de justice haute en Israël. Vous savez, la réforme qui a provoqué une fronde en Israël là, contre Netanyahou. Là, il avait un petit peu protesté, mais il a toujours été un digne représentant de l'État d'Israël. Et il a cette phrase d'ailleurs qui est extraordinaire qu'il avait dite, je crois que c'était peut-être un dîner du CRIF ou ailleurs, ou en tout cas c'était devant le CRIF. Il avait dit, c'est ça, il avait dit exactement, nos frères, même quand ils font des erreurs, nos frères restent nos frères. Et bien sûr, ça a été interprété comment par le fait que soutien à Israël, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Hein. Même quand nos frères font des erreurs, ça demeure nos frères. Hein. Et c'est sa devise. Alors moi, Benater, je le connais depuis les années 80. Et je me souviens dans les années 80 que c'est M. Benater qui a toujours empêché qu'une organisation terroriste, je dis bien terroriste, comme le Bétar, qui est une organisation ultra-sioniste en France et très violente, qui a toujours empêché que le Bétar soit poursuivi. Il faut le savoir. Et il avait eu cette déclaration en parlant des membres du Bétar, qui sont donc des nervis de l'extrême droite pro-sioniste, hein, qui existent au plan international, qui existent depuis les années 20, puisque le Bétar était une organisation de jeunesse paramilitaire qui avait été constituée par Jabotinsky sur le modèle des jeunesses fascistes italiennes, il faut le savoir. Hein. Le Bétar, eh bien, M. Benater avait dit, en parlant du Bétar, ce sont les meilleurs de nos jeunes. D'accord. Il avait dit, ce sont les meilleurs de nos jeunes, par rapport à des gens qui protestaient contre le Bétar, etc., et ses méthodes. Il faut savoir que dans toutes nos vertes années, les batailles contre le Bétar étaient monnaie courante. Hein, et l'extrême gauche, d'ailleurs, pour pas les citer, notamment ce qui est le POI aujourd'hui, et d'autres organisations avaient pour habitude de se friter, hein, c'est l'expression, avec le Bétar. C'était des batailles mémorables, hein, très violentes. Hein, voilà. Donc, le Bétar a toujours été protégé par Benater dans les années 80. Dans les années 80, c'est également Benater qui était à la pointe du soutien à Israël. Des années 80, n'oubliez pas, c'est qu'on est dans l'occupation du Liban par Israël. On a eu les massacres de Sabra et Shatila commis par l'armée israélienne et les milices fascistes libanaises. Et Benater a toujours été un fidèle soutien d'Israël. Alors, l'humaniste Benater, on connaît. On ne va pas parler de sa femme, d'ailleurs, parce que, bon, apparemment, il n'est pas responsable. Mais c'est quand même... Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Mais... C'est gratiné. Elisabeth Benater. Ah, putain. Qui en matière d'islamophobie est quand même pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, voilà un petit peu sur le personnage Benater. Oui, je ne rendrai pas du tout hommage à Monsieur Benater. J'avais jamais fait le rapprochement, c'est quand même chelou. Hein, ouais. C'est quand même chelou que j'ai pas fait le rapprochement entre les deux, alors que. Et Omar, t'as quelque chose à dire sur Benater ou
Non, simplement un vieux souvenir de l'hommage rendu à Pierre Vidal-Naquet, au cours duquel... Qui a rendu hommage à Pierre Vidal-Naquet? il y a une dizaine ou une Badater? quinzaine non, il y a une quinzaine d'années, une association a été d'accord. organisée, un hommage, je ne sais plus, une dizaine d'années à Pierre Vidal-Naquet. Et Stéphane Hessel il y avait une chaise libre à côté de celle de Stéphane Hessel, et on a dirigé Badinter vers cette chaise libre. Il n'était pas du tout content. Oui. Et quand Hussein Ait Ahmed a pris la parole pour rendre hommage à l'action de PVN pendant la guerre d'Algérie contre la torture, il n'était pas très à l'aise. Et il s'est levé pour partir quand Leïla Chahid a parlé de l'engagement de PVN en soutien à Palestine. Alors, juste à pour la présenter Palestine, vite fait, Leïla Chahid. Oui, ah oui, la Palestine. Leïla Chahid. pour présenter très vite Pierre Vidal-Naquet, c'est un grand historien français qui a Lutté. condamné la torture en Algérie et Absolument. qui a été un combat de toute sa vie. Hein, Absolument. on en a parlé avec Rizputi de Voilà. tout ça. Ouais. Je voulais aussi parler donc on a parlé des hommages et tout. Et là, c'était aujourd'hui ou hier, je sais pas si vous avez vu les propos d'Aurore Berger. Aurore Berger qui, au nom du droit des femmes, a dit aujourd'hui, a lancé une menace de couper les subventions aux associations féministes qui ne seraient pas assez claires sur la Palestine et sur le Hamas en général. Et donc l'idée pour elle, c'est notamment avec toutes les histoires de violences sexuelles du 7 octobre, qu'une association féministe, pour être financée, doit condamner expressément l'organisation et ce qui s'est passé le 7 octobre et le Hamas comme organisation terroriste. Vous en pensez quoi? Une application de la charia, de la charia laïque en France veut qu'on adhère à un certain nombre de dogmes. Voilà, elle en a énoncé un. Aujourd'hui, pour avoir une subvention, il faut prêter allégeance. Écoutez, en Allemagne, apparemment, pour être naturalisé allemand, il faut s'engager à reconnaître l'existence d'Israël. Ah bon? Oui, oui. Mais c'est nouveau. Oui. D'accord. Oui. Donc, il y a des innovations comme ça qui relèvent, à mon avis, plus de la théologie que du droit. Quand on vous oblige quand on vous contraint à exprimer une position politique, il est évident que là, on est dans un domaine de coercition qui relève plus de l'obscurantisme que du débat des Lumières. Et Madame Berger, dans ce cas précis, est une ayatollah de la République. D'autant plus qu'elle fait ça à l'antenne de Radio J. Ouais. Interviewé- En face de Frédéric Voilà, interviewé par un certain qui Frédéric. a été accusé par certaines personnes. Et qui a voilà. été, et il y a une sanction puisqu'il a été mis à pied pour ça. Donc c'était pas une accusation uniquement en l'air. Il a été mis à pied, il s'est excusé, etc. Donc des faits avérés, hein, Ouais. des faits avérés. Alors je veux bien qu'il soit excusé, mais quand on s'appelle Madame Berger et qu'on a les prétentions qu'elle a, eh bien d'abord on vérifie à qui on s'adresse, hein, et devant qui on lance ces menaces, parce que ce sont des menaces qu'elle a lancées. Ce sont des menaces. Est-ce que c'est ça un état de droit? De lancer des menaces contre ça, contre des associations. Qui va déterminer si ces associations ont ou n'ont pas le bon discours? Et en plus, cette imposition d'un discours, c'est, comme tu l'as dit Omar, c'est l'œuvre des régimes totalitaires, des régimes les plus extrémistes en matière de privation des libertés. Depuis quand on exige d'associations qu'elles aient un discours particulier? Parce que la question de savoir quel discours elles doivent avoir. Et puis c'est lutte des femmes. Les femmes palestiniennes ne sont pas des femmes. Ouais. Que fait Madame Berger pour le soutien aux femmes palestiniennes On actuellement? rappelle que 70% des victimes, là, actuellement, ce sont des femmes. Bien sûr, Oui, mais elles sont moins femmes que les femmes blanches. Donc, Elles sont moins féminines. elles sont infâmes plutôt. Ouais. oui, voilà. Oh. oui. Non, on est dans une logique Il est fier. Oui, on est dans une logique de régression autoritaire qui prend des formes comiques, comme Oui. Cette malheureuse personne qui a fait cette déclaration obligeant les gens à obéir à ces lubies. C'est peut-être amusant et comique et grotesque et même ridicule, mais c'est surtout l'expression aujourd'hui décomplexée d'un discours autoritaire. Ouais. Depuis la gestion du Covid en France,
on peut, de ce point de vue-là, énoncer à peu près n'importe quoi. Je vous rappelle simplement que nous sommes dans un des pays qui, contrairement à la Russie ou la Chine, a rendu la vaccination obligatoire. Donc il y a des phénomènes aujourd'hui qui entrent dans une sorte de consensus politique mou, d'un autoritarisme qui est accepté. Et donc, on va de plus en plus loin dans cette dérive, dans cette surenchère d'orientation. Demain, on va nous dire exactement ce qu'il faut penser et qu'il est interdit de penser autrement, Alors, sous peine de sanctions. on rappelle que Aurore Berger, c'est déjà quelqu'un qui avait dit que Amnesty International était antisémite parce qu'ils avaient parlé d'apartheid en Israël. Là, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que ces sanctions sont vraiment légales, en gros, est-ce qu'on ne pourrait pas les annuler en allant à la justice. Mais en fait, le truc, c'est que ce n'est pas des sanctions. Oui, C'est du refus de... Donc ça ne rentre pas dans l'idée de sanction. En fait, dans les faits, c'est une sanction, mais eux pourraient se défendre en disant que c'est juste un refus de donner une... Voilà, le problème, c'est que on est face à un système en France qui est un système qui est très idéologique. Alors malheureusement, l'idéologie en question, c'est une idéologie peu ragoûtante, c'est une idéologie qui est de plus en plus réactionnaire, mais on est dans un système qui est très idéologique, alors si bien au niveau du pouvoir qu'au niveau de la gauche. Ça, c'est le grand problème français. Hein. Alors quand je dis idéologie, il ne s'agit pas de l'expression de la liberté d'expression, justement. Non, pas du tout. Non, c'est des idéologies qui sont bien précises, particulières, et auxquelles on est, comme tu l'as dit, on est sommé de souscrire, et on est condamné à répéter. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même bien propre à la France, hein, comme l'universalisme, comme toutes ces grandes idées là. Alors, et les gens qui ne souscrivent pas à tout cela sont susceptibles d'être... Alors, évidemment, les associations qui seraient pénalisées peuvent rester en justice par rapport à cela. Mais comme tu l'as dit, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on peut inventer n'importe quoi pour ne pas les subventionner. On peut inventer n'importe quel prétexte. On n'est pas obligé de dire que c'est parce qu'elles refusent de condamner Hamas ou n'importe quoi. Ouais, bien sûr, hein. Voilà, donc le problème est là. Alors, le problème, il est qu'on est devant quelque chose de complètement arbitraire. Parce que concernant l'histoire, alors allons dans le fond de l'affaire. Concernant l'affaire du viol des femmes israéliennes, alors on a un média qui s'appelle Mediapart qui a fait tout un truc là-dessus, hein, qui a réuni, etc. Mais sauf que au moment où on parle, il n'y a eu aucune enquête qui a été faite. Il n'y a eu aucune enquête. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, on est d'accord, c'est terrible. Mais il faudrait faire une précision avant que tu ailles là-dedans, parce que je sais que ça peut choquer des gens. Oui. Mais rappelons qu'on nous avait déjà dit ça avec les bébés décapités. Oui, c'est Quand ça. on parlait des 40 bébés décapités et qu'on Oui. disait, mais attendez, on peut avoir, on peut avoir quand même quelque chose, une preuve, une Ah, mais enquête. attention, On disait, c'est grave, non, vous vous rendez pas compte. c'est très Et grave. il s'est avéré que c'était faux, quoi. Donc, il Oui. y a une légitimité à demander qu'une enquête soit faite, et pas par Israël, par un organe neutre. Et quand bien même par Israël, Israël ne veut pas faire d'enquête. D'accord. Parce que le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, Israël ne veut pas d'enquête, même pas, on parle même pas d'enquête internationale, d'enquête tout court. Il n'y a pas d'enquête sur le 7 octobre. Non seulement cela, mais j'ai une vidéo de la télé israélienne, je parle bien de la télé israélienne, je ne parle pas d'une télé contestatrice, la télé israélienne, hein, qui déboune qu'il y a un certain nombre de fake news du 7 octobre. Et actuellement, j'ai repris cet extrait, le journaliste s'excuse en disant on a raconté un certain nombre de bêtises. Alors, il ne parle pas effectivement des femmes violées, mais il parle des bébés décapités, etc. D'ailleurs, Aurore Berger l'a repris dans le truc, Oui, elle a reparlé mais des oui. bébés décapités. Mais oui, mais c'est absolument hallucinant. Même la télé israélienne, hein, dit on s'excuse, on a raconté des conneries. Hein. Ouais. Et non seulement ça, mais elle reprend des extraits qu'elle-même avait passés. Et cette télé israélienne, hein, notamment, on a un officier israélien qui est sur le lieu même du kibbutz, hein, et qui raconte des choses du genre j'ai vu une femme tuée, elle avait un tatouage au poignet, c'était une rescapée d'Auschwitz, etc. Le journaliste dit c'est absolument faux, ça n'a jamais eu lieu, il n'y a pas de femme qui porte ce nom qui était dans ce kibbutz, elle n'a jamais existé, c'est une invention. Hein. Et c'est un officier israélien qui parle, et pourtant, hein, sur le sceau. On a quelqu'un d'autre qui raconte qu'il a vu des bébés pendus accrochés à un fil de linge. J'ai vu 40 bébés pendus accrochés à un fil de linge. Toujours 40. Ouais, 40. Ah, c'est Ali, les 40 voleurs, c'est pour ça, je pense. C'est comme ça, Les 40 menteurs. Ouais, les 40 monteurs, tu vois, c'est ça. Et D'ailleurs, il n'y a jamais de nom, il n'y a jamais Ah, non, dans non. ce truc-là. il y a non, jamais- alors,
je veux bien, moi, tout est possible. Non, mais c'est possible qu'il y ait eu des possible horreurs, qu'il y ait des mais femmes violées, etc. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que on a besoin, on peut pas lancer une accusation, on peut pas, voilà, reprocher à des femmes, des associations de femmes, de ne pas parler de quelque chose aujourd'hui, hein, sur lequel il y a une certaine opacité. Je veux dire, la moindre des choses, voilà. Et c'est logique. Lorsqu'il y a un acte d'accusation, il faut qu'il y ait une accusation précise avec un dossier à charge. Et on est tout à fait prêt. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, qui parle c'est qui? C'est Netanyahou, le procureur. C'est Netanyahou qui a instruit toute l'affaire. Ce Netanyahou dont tout le monde reconnaît, hein, que c'est un fasciste total, qui méprise, qui cherche vraiment l'extermination du peuple palestinien. D'accord? Mais tout d'un coup, sa parole devient une parole légitime. Oui, parce que tu as Sa les gens parole qui disent devient qu'on ne une peut parole pas légitime. croire. Moi, ce qui me fascine sur Internet, les réseaux, Ouais. c'est les gens, vous faites confiance au Hamas pour les chiffres donnés. Ah oui, c'est ça. Mais personne se dit si on doit faire confiance à Israël, alors Mais- qu'Israël a prouvé à plusieurs reprises Mais- qu'il était capable de mentir. Mais- On se rappelle avec la journaliste Mais oui. qui avait été tuée du bal de sniper, voilà, et qu'ils avaient dit que c'était pas l'armée israélienne avant Oui. de l'admettre. Oui, bien plus tard. sûr, mais je crois que la liste des mensonges d'Israël, c'est la distance de la Terre à la Lune. C'est absolument hallucinant. Quand je parlais de... C'est Mais des bien mensonges sûr. qui sont repris Mais c'est et qui énorme. sont- qui devient- Biden, le président des États-Unis, Oui, bon, il avait fait les bébés décapités. dont on peut dire tout ce qu'on voudra, surtout qu'il est plus ou moins grabataire, et Ouais. voilà, mais a quand même affirmé Avec son ami solennellement qu'il avait vu les photos des 40 bébés décapités. Mais oui. Ouais, Donc, ouais. Et le surlendemain, il y a Après une discussion avec il y a Netanyahou. un des employés aux écritures de la Maison Blanche qui est venu dire peut-être qu'il Cyril Murphy. non, il s'est trompé. Peut-être pas qu'il a vu. vu un film Voilà, d'horreur. Il a pas ouais. vu un film d'horreur, il a critiqué ça. On est dans une espèce de guerre de propagande, de guerre de Ouais, l'émotionnel. on l'a jamais Il vu. faut- On n'a il- jamais vu une telle il, guerre. il faut aller. Et si on a vu, hein, tu sais, Moi, les Algériens qui coupaient les testicules Ah oui, oui, des oui, oui, Français, oui, c'est ça. qui les Faut mettaient dans remonter- la bouche. faut remonter- faut Ah, une autre remonter- situation enfin, coloniale. faut remonter, voilà, au récit Tout- de la guerre tout- d'Algérie. tout- Oui, c'est vrai. tout- Tout part de la guerre d'Algérie. Tout le discours émotionnel destiné à frapper d'horreur les opinions occidentales trouve son explication dans la barbarie des colonisés. Ce sont les colonisés Barbarie qui sont les ontologique, barbares. ouais. Et donc, c'est eux qui commettent des crimes absolument épouvantables, et particulièrement tout ce qui tourne autour de la sexualité. Et voilà, tout ça. Oui, mais c'est la mobilisation du féminisme pour Voilà, condamner. Tout à fait, voilà. Et il y a ça, donc on a vu qu'ils avaient parlé du 7 octobre comme un féminicide général. En fait, et c'est aussi intéressant. C'est un féminicide antisémite. Ouais, bah, justement, on va aller sur ça. Bah, alors, comme on a dit, le truc, c'est qu'on ne parle jamais des femmes palestiniennes, mais sur l'antisémitisme, il y a eu Macron qui avait parlé du 7 octobre comme voilà. le plus grand massacre antisémite de ce du siècle. 21e siècle. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est repris par tout le monde. Par Ça a beaucoup- été critiqué. Il y a une rapportrice de l'ONU sur Twitter qui a repris Macron oui. pour lui dire non, ce n'est pas. Albanaise. Voilà, c'est horrible ce qui s'est passé, mais on ne peut pas qualifier ça de crime antisémite. C'est Madame Albanaise, hein, qui est rapporteure des Nations Unies pour les territoires palestiniens. Et effectivement, elle a dit que c'est n'importe quoi. Elle a dit que, en fait, ce qui s'est passé est la conséquence de l'occupation. Elle a précisément dit que ce qui s'est passé le 7 octobre est la conséquence de l'occupation et qu'on ne peut pas qualifier cela de pogrom antisémite. Alors, le fait que Macron reprenne cela, alors on hésite, est-ce que c'est par pure bêtise? Parce que le personnage est quand même particulier, Macron, hein, c'est pas quelqu'un qui est très, très doué au plan intellectuel, en dépit de l'image qu'on veut donner de lui, le président le plus intelligent de l'histoire depuis Clovis, c'est ça, non? Et au moins, même avant Clovis, avant même que la France existe. Et à l'époque où la France était encore une collection de peuples, Paul Ricoeur. voilà, Paul Ricoeur, poussant des cris au fond des forêts, là. Et ils bah sont là, partis, on tous les n'a deux. pas eu mieux. On n'a jamais eu mieux que Macron. Ça me fait penser à toute la propagande dans les régimes totalitaires qu'il y avait. Par contre, Conducator, alors je etc. pense que tu es une horreur pour la caméra. Ah, pardon. Alors, oui. Alors, précisons les choses. Précisons les choses. Premièrement, qualifier le 7 octobre de plus grand pogrom du 21e siècle. En même temps, bon, le 21e siècle, il a que 23 années. Hein. D'accord. Bon, c'est vrai il prenait pas un gros risque. D'accord. Bon, alors, pour un peu, il aurait dit même du 20e siècle et du 21e siècle. D'accord. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un pogrom. Hein, et c'est comme si ce qui s'était passé le 7 octobre, c'était les Palestiniens qui n'avaient qu'un désir. Alors quelqu'un lui a répondu, quelqu'un lui a dit mais c'est pas vrai, si en face d'eux les Palestiniens avaient des lapons,
hein, des Lapons ou des Mongols. Ou, Oui, s'ils bien, étaient chrétiens ou Voilà, que sais-je, ça aurait été la exactement situation pareil. aurait été- Lesquels Palestiniens, si tu le permets, Ouais. me semblent être aussi. Alors, tu es un peu éloigné du micro, je pense. Oui, alors, Le micro, Omar. oui, alors, Pardon. alors on ne sait plus ce que ça veut dire antisémite parce que faudrait qu'on nous précise. Faudrait qu'on nous précise qu'est-ce que ça veut dire exactement. Alors, non, mais ce qu'il y a de Vu que grave. les Palestiniens sont sémites. Mais oui, Donc c'est Ouais. des sémites antisémites. mais ce qu'il y a de grave là-dedans, c'est que surtout, ça fait le fait de reprendre cette expression, ça fait écho avec ce qui était vraiment les pogroms, hein, à l'époque tsariste particulièrement, hein, et assimiler cela à cela, c'est quand même extrêmement grave. Bah, en fait, Parce que oui. le problème que je trouve là-dedans, c'est que moi, je pourrais pas. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui ont participé au 7 octobre et qui avaient effectivement pas une bonne opinion des Juifs. Mais le problème là-dedans, c'est de faire croire que la motivation principale de cette attaque, c'est l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs. Mais C'est ça le truc. Oui, non, mais même le 7 octobre, je veux dire, le 7 octobre, c'était en tant qu'Israélien, je veux dire. mais c'est Oui, voilà. Oui, en tant qu'Israélien. Voilà, je veux dire. certainement que parmi ben, des soldats, il y avait mais des d'ailleurs, il y antisémites, avait des c'était pas non-juifs. ça la Mais- motivation principale mais- de leur attaque. Mais il y avait des non-juifs parmi les soldats, parmi les civils israéliens qui ont Merci. été tués. Il y avait des non-juifs. Rappelons qu'il y avait, notamment des Thaïlandais, Thaïlandais, en tout cas des Asiatiques, qui étaient là, des travailleurs. Rappelons qu'il y avait aussi des Druzes. Qui sont des Palestiniens, les Druzes, hein, Ouais. qui travaillaient dans les kibboutz. Ce sont donc des Bédouins, qui sont aussi donc des Palestiniens, qui ont été aussi tués que les autres. Donc, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, alors c'est dramatique ce qui s'est passé le 7 Ah oui. octobre. Et rappelons aussi Mais- qu'Israël a tué des gens le 7 octobre, hein, malheureusement. Ah oui, alors, exactement. Alors, on parle même pas encore de cela. On parle même de ceux qui ont effectivement été tués par des Palestiniens le 7 octobre. C'était pas, non, le but n'était pas de viser. Si le but avait été de viser des Juifs en tant que Juifs, eh bien, ils auraient épargné les non-Juifs. Or, c'est pas vrai. Il y a des non-Juifs qui ont été tués également le 7 octobre. C'est un fait. D'accord. Alors après, on peut discuter ce qui s'est passé le 7 octobre, pourquoi, etc., etc. Mais les faits sont là. Donc, c'est un mensonge, Monsieur Macron. D'autant plus que dire que c'est un pogrom, d'abord c'est amoindrir les véritables pogroms qui avaient lieu, qui éclataient, qui étaient absolument épouvantables dans l'Empire tsariste. Mais ça voudrait dire, si tu dis que c'est un massacre antisémite, tu veux dire que s'il n'y avait pas eu la situation coloniale, il y aurait eu cette attaque parce qu'ils sont juifs. Oui, Toi, les Palestiniens auraient mais attaqué. bien sûr. Mais ces personnes. Non, mais je veux dire. absolument pas. Non, ce qu'on s'évertue à nous dire, c'est qu'il n'y a pas de situation coloniale. Oui, Les Algériens qui ont fait le 8 mai 45 ou le 20 août 55 ne se sont pas attaqués au colonialisme, c'est bien connu. Ils se sont attaqués aux Français. Ouais, c'est ça. Et même aux Il y a un chrétiens. discours comme ça Et- de et- anti-français. Et, voilà, et même aux chrétiens. Ouais. Donc, il faut quand même nuancer la propagande. Moi, je pense que cultivé ou pas, intelligent ou pas, j'en sais rien, je connais pas Macron, je n'écoute jamais ce qu'il dit, je ne lis jamais ce qu'il écrit. Mais le peu que j'ai vu me laisse penser que c'est un homme qui sait un peu parler français. Et donc, le fait qu'il ait utilisé cette formule, à mon avis, c'est pour frapper les esprits, pour marteler les esprits, l'idée que les Palestiniens sont les héritiers et les descendants du nazisme. Hein, le Hamas, c'est la branche araboïde des SS. C'est ça qui est Dépolitisé, en c'est fait, ça qui le est combat palestinien. c'est ça qui est C'est un suggéré. combat de haine. Voilà, c'est ça qui est suggéré. Ouais. Donc, on s'adresse à l'inconscient collectif de l'Occident en lui disant, mais attention, ne vous y fiez pas. Ce n'est pas une guerre de libération nationale, c'est pas une guerre de décolonisation, c'est pas une guerre contre une armée d'occupation et des colons illégaux, c'est une guerre contre une religion, contre une appartenance culturelle. C'est ça qui est bombardé. Et rappelons, mais je pense que les gens de Parole d'Honneur le savent, mais les autres, que quand on dit qu'il y a un combat de résistance, ça ne veut pas dire qu'il y a des parts sombres, qu'il y a des épisodes sombres dans la résistance, dans Évidemment. toute résistance. Mais bien sûr. Il y a des parts sombres, ça fait partie malheureusement du truc. bien sûr. Mais bien évidemment qu'il y a de la haine. Mais bien Voilà. évidemment que toute situation coloniale crée de la haine. Je pense que les Vietnamiens doit-on- détestaient les Français, détestaient les doit-on- Américains, mais les doit-on- haïssaient. Mais bien sûr. Les Japonais. Mais doit-on rappeler les Français en 1945, quand l'humanité titrait « Et maintenant, à chacun son Bosch » en 1900, juste avant la libération, juste avant le 8 mai 1945, après le débarquement en Normandie, hein, lorsque l'armée allemande reflue de France, sort de France, hein, repart vers l'Allemagne,
on a l'Humanité qui titre « Et maintenant, à chacun son boche ». L'Humanité, personne n'a accusé l'Humanité d'être raciste. Je parle du journal L'Humanité. Hein. Personne n'a accusé. Je parle même pas des exactions qui ont été faites contre les femmes qui collaboraient, ce qu'on appelle la collaboration horizontale, etc., etc. Hein. Je veux dire, il a vraiment fallu attendre ces dernières années, je crois, depuis les années 80, hein, pour qu'on commence à parler des exactions commises, de l'épuration, etc., faites contre les femmes ou pas les femmes. Donc voilà, tout cela était absolument normal jusque-là. Hein. Alors moi, je ne vais pas dire que c'est normal, je dis simplement qu'une situation d'oppression, hein, et de colonisation et d'occupation comme la France l'a connue, hein, bah, pour tout le monde, il était évident que voilà. Mais dans le cas palestinien, non. Dans le cas palestinien, eh bien non. Effectivement, les Palestiniens seraient des gens uniquement mus par la haine des Israéliens et particulièrement des Juifs israéliens. Hein, parce que voilà. Alors, mais en plus, les faits contredisent complètement cela, je le dis. Parmi tous les morts israéliens, un certain nombre, et d'ailleurs même, je crois qu'ils sont surreprésentés comme dans toutes les armées coloniales, on a des Druzes, on a des Bédouins, parce que les Bédouins aussi peuvent, mais surtout on a des Druzes, hein, on a des gens... Mais pour les Palestiniens, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour les Palestiniens, ce sont surtout des colons. Mais bien sûr, ce sont des colons. C'est en tant que... bouddhistes ou ce que vous voulez, ils seront colons. Mais bien sûr, en tant que colons, et il y a une chose qui est certaine, c'est que les Palestiniens font la part des choses. Hein, et exactement, regardez le peuple algérien. Une fois que l'Algérie est indépendante, que l'Algérie est libre, on a des colons, enfin des ex-colons, enfin des pieds noirs qui demeurent en Algérie. Ils n'ont pas été massacrés, est-ce que je sache. Hein, ils n'ont pas été massacrés. Il y a 200 000, quelque chose comme ça, qui sont quand même restés dans un premier temps. Hein. Et les Français qui venaient en Algérie n'ont jamais été menacés par qui. Voilà, aucun Français qui ensuite, dans les années après l'indépendance, est allé en Algérie, n'a été menacé. Au contraire, tout le monde reconnaît qu'ils ont toujours été bien reçus, mais même jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quoi ces mensonges? Non, mais ce qui est ignoble, c'est qu'un président de la République se compromette avec de tels mensonges, hein, de propagande de guerre coloniale, la plus odieuse, la plus sale. C'est une sale guerre. Et qu'un président français aujourd'hui se compromette dans cette sale guerre, hein, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Parce qu'il compromet non seulement, alors qu'à la limite, s'il parlait en tant que Macron, on n'en aurait absolument rien à faire, mais il parle au nom d'un pays, et d'un pays qui prétend défendre des droits. Alors moi, je crois que c'est extrêmement grave, que la population de ce pays doit se rendre compte de cette dérive. Le gouvernement français, aujourd'hui, hein, se fait le propagandiste de la pire, d'un des pires colonialismes au monde, hein, d'une personne en plus peu ragoûtante. Tout le monde, il y a encore quelques mois, tirait à boulet rouge contre Netanyahou, soi-disant. Et tout d'un coup, Netanyahou... mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, ça. Pour terminer, je voulais qu'on parle des pressions qui existent sur les militants pro-palestiniens, alors au sens large, qui existent en France. Et là, il y a beaucoup de cas à discuter. Il y a Tzedek, dont une rencontre a été annulée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Yoann Chapoutot a décliné l'invitation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire d'ailleurs sur ça. On en a parlé tout à l'heure. Ah, vous en avez parlé? Ah bah c'est catastrophique. Je ne sais pas si vous avez parlé aussi du militant à Montpellier, Abdel Wahab. Non, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si tu as un mot à dire. Oui, bien sûr. Oui, donc Abdel Wahab, le 4 novembre dernier, fait une déclaration au cours d'une manifestation. Et dans cette déclaration, il dit que, alors je cite, il dit que le 7 octobre a été un acte héroïque. Voilà. Et à la suite de cela, plainte a été déposée, je crois que par toute une série d'associations, mais il y a entre autres le CRIF local. Ça se passe à Montpellier. Et donc il a été poursuivi en justice et le procès a eu lieu il y a quelques jours. Le procès a eu lieu il y a quelques jours et on n'a pas encore le verdict. On attend le verdict pour bientôt. Je crois que c'est la semaine prochaine. Enfin, il me semble qu'il demande du ferme. Hein. Alors, non. Contrairement à ce qui a été dit, et d'après les renseignements que j'ai eus, le procureur demande 12 mois de prison avec sursis. C'est quand même énorme. Stage de citoyenneté, alors on pourra en dire un mot. Ouais. Comme c'est un arabe, donc forcément c'est un arabe, donc c'est un sauvage. Excusez-moi, je cite, hein, c'est une plaisanterie.
Et donc, on lui impose un stage de citoyenneté. Alors, ça veut dire quoi, le stage de citoyenneté? On va l'envoyer nettoyer les chars Merkava en Israël, non? Ça va être ça, le stage de citoyenneté, non? Pour lui apprendre à vivre à cet arabe. Alors, il y a cela, et puis je crois que, je ne sais plus quoi, oui, interdiction de participer à toute manifestation pendant 18 mois. Pas mal? Ouais. Alors, uniquement, alors lui s'en est expliqué, il a dit qu'il n'a pas glorifié la mort de personne. Il parlait, quand il disait acte héroïque le 7 octobre, il parlait de la barrière dite de sécurité qui enfermait Gaza comme dans une cage. Et il a dit qu'effectivement, ça avait été un acte héroïque pour les résistants de détruire cette barrière terrible. Rappelons que c'est à cette barrière que des dizaines de Palestiniens ont été tués tous les vendredis lors de ce qu'on appelait les marches du retour. D'accord? Et qu'évidemment, ce qu'il disait ne visait pas du tout à se réjouir de la mort de personne le 7 octobre. Voilà. Alors, on attend le verdict. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est d'abord l'attitude du procureur. Au cours du procès, comment ont été aussi sorties toutes ces fake news sur les bébés décapités, surtout à nouveau. Je veux dire, ce qui est absolument incroyable. Même si tous les Israéliens venaient un par un dire à la télé française il n'y a jamais eu de bébés décapités, la France continuerait à dire il y a eu des bébés décapités. Ouais. Même si tous les Israéliens un par un venaient. Même si Netanyahou lui-même disait écoutez, j'ai baratiné, j'étais bourré ce jour-là ou n'importe quoi, j'ai raconté que des conneries, eh bien, pas du tout, la France continuera à dire non, il y a eu des bébés décapités. Mais c'est ça qui est absolument hallucinant. Ce pays est un pays fascinant, la France. C'est un pays qui me fascine. En tous les cas, c'est vrai que peut-être que ce n'est pas héroïque ou c'est héroïque, j'en sais rien, mais il faudrait faire une liste des actions héroïques et pas héroïques dans l'histoire de France. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, l'offensive du Tet en 1968 par les Vietnamiens était-elle héroïque ou non? Oui. Voilà, donc il va falloir faire, je pense à la suite de ce verdict, un état systématique de tous les faits historiques avec les qualificatifs qui vont avec. Voilà. Donc s'agit-il d'une défaite 1940, s'agit-il d'une défaite honteuse ou alors une défaite héroïque face à un envahisseur allemand qui vient sauver la bourgeoisie française du communisme stalinien, voilà. Donc c'est une entreprise extrêmement difficile, celle qui consiste à vouloir qualifier ou disqualifier des actes historiques, des faits politiques majeurs. On rentre dans un terrain qui est celui de la théologie. Et on sort de l'expression libre et rationnelle pour rentrer dans la croyance. On vous demande de croire. Alors, s'agit-il d'un événement scandaleux? Je parle évidemment d'événements politiques. Hein. Je ne parle pas d'événements d'anecdotes ou de trucs. Mais les événements politiques doivent pouvoir être qualifiés par tout un chacun selon sa sensibilité et selon ses opinions, à condition, bien sûr, qu'il ne s'agisse pas de glorifier des actes inhumains ou des actes contre nature. Voilà, c'est tout. Tuer des humains. Prenons ce qui tient beaucoup, ce qui tient à cœur les Français. Prenons le 14 juillet 1789. Est-ce que c'était un acte héroïque? Vous savez combien de civils ont été tués et de façon absolument atroce. Et pourtant, pour tout le monde, c'est un acte héroïque, le 14 juillet. Mais le 14 juillet, c'est pas uniquement la prise de la Bastille, c'est aussi des règlements de compte incroyables contre des monarchistes. Ça a été le massacre gratuit même de tas de personnes, de tas de civils et de religieux. Alors parlons même pas des religieux. Oui, des religieuses. Hein. On a eu quand même des curés et des religieuses qui ont passé vraiment un très sale moment, qui ont été torturés, etc. Donc je veux dire, et pourtant, il viendra à l'esprit de personne de condamner en disant que non, voilà, c'est-à-dire que la question est de savoir. Tu l'as dit, on est dans l'ordre, on est dans la théologie, hein. Dans la croyance. Dans la croyance pure, et on nous demande d'adhérer à une croyance. Et attention à ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas le bon. Donc voilà. Donc si on veut être conforme aujourd'hui, il faut qualifier le 7 octobre de plus grand massacre de juifs, de pogrom de juifs du 21e siècle. Il faut dire que l'armée israélienne est une armée de libération qui libère Gaza, qui n'extermine pas Gaza, qui la libère de ses occupants palestiniens, et puis que les soldats français qui sont dans l'armée israélienne et qui commettent des crimes de guerre, en fait, c'est pas des crimes de guerre qu'ils commettent, eh bien, ils ont raison, c'est comme ça qu'on doit traiter les Palestiniens, on doit faire sauter des pâtés de maison entiers
Comment là-bas, on a le droit de bombarder, on a le droit d'inonder des tunnels, on a le droit de rendre stériles les terres, on a le droit. Tout cela, c'est une œuvre de civilisation. Et attention à ceux qui non seulement qui ne le croient pas, mais qui ne vont pas le répéter en plus. Et moi, je propose que ce soit inclus dans les programmes scolaires, que désormais, dans les programmes scolaires, il y ait la journée d'Israël, comme il y a la journée de la jupe ou n'importe quoi, ou le film avec Isabelle Adjani, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, il faut qu'on décrète la journée d'Israël aujourd'hui, dans l'année, dans les programmes scolaires, et que chaque année, Israël soit glorifié. Une journée tous les 2 mois. Voilà, une journée tous les 2 mois d'ailleurs, t'as raison, pour être sûr que ça a bien rentré. Il y a 2 derniers cas dont je voudrais parler. L'avant-dernier, c'est Rima Hassan. Je sais pas si vous voyez, mais une pression énorme qu'elle se prend. Elle a même été aussi accusée d'antisémitisme parce qu'elle avait affiché les personnes qui la harcelaient. Il y avait, comment il s'appelle celui d'Israël là? Comment il s'appelle? Il y avait Arthur et l'autre là, le soldat, il a fait de ça. Comment ils s'appellent les gens sur le chat? Oui, Baloul. Voilà, Julien Baloul, il y avait plusieurs personnes. Et ils ont dit, voilà, c'est dans le chat. Et ils ont dit, Rima Hassan fait une liste de juifs. Oui, forcément. La même chose avait été faite pour Ramadan, rappelez-vous. Ouais. Quand Ramadan avait dénoncé un certain nombre de propagandistes pro-israéliens. Et bon, alors on lui a dit, il a fait une liste de juifs. Bon, il se trouve qu'ils étaient juifs. Bon, oui, voilà. mais là, en fait, c'est ce qu'elle dit Rima Hassan. Elle a dit, ok, ils sont juifs, mais c'est surtout des gens qui me harcèlent. Oui. C'est-à-dire, le fait qu'ils soient juifs, c'est secondaire. Ou alors, ça voudrait dire qu'ils ont un permis de me harceler parce que. Voilà. Et la dernière personne, il faudra que j'en parlerai peut-être dans le magazine Nous de Rima Hassan parce qu'elle en prend plein la gueule. Là, elle est partie. Oui. Elle est partie parce qu'elle a reçu vraiment des menaces et tout. Et elle va porter plainte. Et il y a une autre personne qui va porter plainte suite aux accusations, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous avez vu. Jean-Luc Mélenchon qui va porter plainte contre Radio J. Et au moment où Amin El Khatmi, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, l'ancien président du Printemps républicain, au micro de Frédéric Aziza encore, avait traité Jean-Luc Mélenchon de ordure antisémite. Est-ce que vous pensez que ça, c'est la bonne stratégie? Est-ce que maintenant, il faut être un peu plus offensif? Oui, moi je pense. Oui, il ne faut pas hésiter. Quand on est la cible de telles attaques, il est normal que l'on ait recours à la justice. Sinon, à ce moment-là, il y a quoi? On va régler ses comptes dans la rue, quoi. Le principe, c'est de régler, de porter ses différends devant un tribunal et de voir les suites que la justice et que le droit apporte à ce genre. Il faut absolument poursuivre sans hésiter tous ceux qui profèrent de telles calomnies, de telles injures. C'est une campagne de diffamation permanente de tous les adversaires politiques. Quand la diffamation atteint ce niveau-là, quelle autre ressource? Il n'y a plus de débat possible. Le seul débat, c'est celui devant un tribunal. Sachant, Omar, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais sachant que malheureusement, il y a une grande chance qu'effectivement ces tribunaux, puisque nous-mêmes en avons fait l'expérience à l'époque avec le pire, où nous avions porté plainte. Parce que malheureusement, après, on a affaire à des tribunaux qui ne sont pas forcément intègres. Mais tu as raison, Omar, moi je suis tout à fait d'accord. Il faut, ne serait-ce que pour se servir de ces procès comme tribune pour au moins dénoncer, dire ce qui ne va pas. Disons, exprimer son mécontentement et surtout poursuivre l'accusation, parce que c'est une façon, un procès, c'est aussi une façon d'accuser aussi. C'est pas uniquement pour se plaindre, c'est offensif, il y a un côté offensif dans les procès, pour autant qu'on a les moyens. Alors, parce que ça coûte cher des procès, ça coûte très cher, le problème il est là, et en tout cas, Rima Hassan, c'est incroyable ce qu'elle peut supporter. C'est-à-dire que Rima Hassan, c'est normal, c'est une Palestinienne en fait. Elle est mue également uniquement par la haine des Juifs. Elle est née dans un camp de réfugiés. Elle est née dans un camp de réfugiés en Syrie. Elle est née dans un camp de réfugiés à Alep. Ça veut dire qu'avant d'obtenir, je crois qu'elle a obtenu la nationalité française, mais avant, elle est apatride. Elle est apatride. Voilà, le sort du peuple palestinien, c'est d'être apatride, de n'avoir aucune patrie et d'avoir juste un document de l'ONU qui vous permet un petit peu de vous déplacer. Mais c'est tout. Voilà, le brillant sort qu'Israël réserve à ce peuple de 13 millions de personnes, d'être apatride. Et c'est normal. Et il doit l'accepter, il doit remercier
Il devrait remercier ce peuple palestinien qu'on l'extermine pas complètement. Voilà, parce qu'il y a quand même. Voilà, on l'extermine pas complètement. On pourrait l'exterminer complètement. Non, on lui permet d'aller vivre, de se disperser dans le monde. C'est extraordinaire quand même. C'est bien. Non, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même une preuve d'humanité de la part de l'État d'Israël. En direction d'animaux humains. En direction d'animaux humains, de toute façon, et qui mériteraient de vivre dans des granges ou des fermes ou des choses comme ça, mais certainement pas de fréquenter la société humaine. Mais le point positif, j'ai l'impression, c'est que les gens se laissent moins faire par cette accusation d'antisémitisme qui est lancée n'importe comment quand on parle de la Palestine. Parce que ce qui est grave, c'est que ça dévalue complètement le véritable combat contre l'antisémitisme. C'est ça que nos amis de SEDEC... nos amis de SEDEC ont raison de pointer le problème, c'est qu'il y a un côté négationniste là-dedans. Comment il y a un côté négationniste, ou en tout cas révisionniste, hein, de ce que peut être le véritable combat. Ouais. Mais en fait, là pour que les gens comprennent le propos, il y a des gens qui ont comparé la liste de Rima Hassan à la liste que faisaient les nazis pour déporter des juifs. Ah mais oui, mais c'est honteux. C'est honteux de comparer des victimes du nazisme à ce que fait Rima Hassan. C'est délirant, mais c'est horrible. Quand on est privé d'arguments, quand on n'a plus que la seule base qui possède encore un peu de crédibilité dans l'opinion, c'est effectivement le génocide des Juifs d'Europe. Dès lors que vous invoquez le génocide des Juifs d'Europe, vous vous abritez derrière un fait historique d'une telle ampleur qu'il oblige les gens à se taire, en fait. Et donc, mais ça, Youssef a raison, c'est tellement utilisé à tort et à travers, faute d'arguments, que ça en perd toute substance. Aujourd'hui, traiter quelqu'un d'antisémite, c'est presque comique dans certains cas. Il y a des juifs qui sont traités d'antisémites, des enfants de déportés qui sont traités d'antisémites, des sémites qui sont traités d'antisémites. Enfin, on est dans une sorte de surenchère qui fait perdre toute substance à cette accusation. Mais on va arrêter là. Est-ce que vous avez chacun une conclusion, un dernier mot à dire? Non. Je pense qu'il faut continuer à s'exprimer et à exprimer ses convictions et à exprimer sa solidarité avec les peuples en lutte, c'est tout. Voilà, exactement, avec une mention spéciale sur ce qui se passe actuellement à Rafah, parce que les heures qui viennent vont être absolument déterminantes. Voilà, mais effectivement, continuer à maintenir le cap, et en dépit de tout, parce que au final, l'histoire rendra grâce à ceux qui ont maintenu le cap, hein, et certainement pas à tous les menteurs, à tous les venteurs tous les vendeurs de propagande qui pullulent dans ce pays actuellement. Est-ce qu'il y aura un sujet sur Mayotte? Justement, sûrement la semaine prochaine, on est en contact avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, Idriss, qu'on avait invité pour parler des Comores. Oui. Un super entretien, donc on va essayer de le contacter. C'est un militant indépendantiste. Voilà, pour qu'il vienne de parler de la situation là, à Mayotte, où on parle d'arrêter le droit du sol à Mayotte. Et le RN a déjà appelé à étendre ça sur tout le territoire. Je ne sais pas si vous avez vu. Bien sûr. Mayotte veut servir de laboratoire, comme souvent les colonies servent de laboratoire à ensuite ce qui se passe dans la métropole. Hein, et de ce point de vue, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Eh bien, écoutez, merci à tous. Il y avait un truc... Il y a un rassemblement mercredi. Où ça? Devant le mini... Alors, rassemblement... Ah. Ouais, bah vas-y. On m'entend pas? Ouais. Il y a un rassemblement Urgence Palestine à 17h30 à Invalides pour du coup Rafah. Alors Invalides, mercredi. Invalide parce que c'est le ministère des Affaires étrangères. Exactement. C'est ça, devant... pardon, excusez-moi, le Quai d'Orsay, quoi. Ouais, c'est ça. Quai d'Orsay. Oui, parce que pour Rafah et aussi pour faire de telle sorte que la France ne supprime pas les aides à l'UNRWA, parce que ça dépend aussi du ministère des Affaires étrangères. Pour l'instant, ils n'ont pas décidé, la France, de couper les aides. Non, pour l'instant, le prochain versement pour le trimestre, parce que c'est tous les trimestres, sera pas versé. Ah, d'accord, donc il y en a un qui est en cours, mais celui qui... Voilà. Ils ont annoncé qu'il cesserait. D'accord. Eh ben écoute, on parlera de ça, je pense, la semaine prochaine. Donc on rappelle mercredi, 17h30, devant le Quai d'Orsay, en gros. C'est ça. Voilà. Merci à tous. On va alors peut-être... Qu'est-ce qu'il y a? Une copine. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Bravo PDH Omar Bendera, président. Président Tu es prêt à pour cette... PSG.
Du PSG? Président du PSG? D'accord. Jamais de la vie, même pas des- Eh ben, j'y écoutez, donne rien du tout. on va s'arrêter là. La semaine prochaine, alors peut-être que dans la semaine, il y aura une émission avec Samir. Et là, il pouvait pas cette semaine. Lundi prochain, on va essayer. Alors, on essaie de le faire. Je sais que ça fait plusieurs personnes qui nous le disent. De faire une émission sur. Je pense qu'on va faire 2 thèmes sur la grosse émission. Ce sera Sénégal et Congo. On essaie d'avoir des invités, mais c'est compliqué. C'est pour ça, pour l'instant, qu'on ne le fait pas. Plutôt que de mal en parler, on attend de faire une bonne émission avec des gens qui sont compétents pour en parler. Surtout que je sais pas si vous voyez, mais la situation, les débats autour du Congo, c'est musclé. Hein. Ah, c'est chaud. Il y a vraiment, il y a des polémiques et tout. Donc, on préfère faire attention et on va essayer avec parler du Et c'est Sénégal. pas la première fois qu'on essaye, je le dis, je le précise. Oui, Parce que ça j'avais fait rencontré des militants plusieurs fois. congolais à la place de la République. Je leur ai proposé de venir pour notre émission. Voilà, j'attends toujours. Ouais. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous. Merci à toi. Youssef. Merci Omar. C'était Merci pas à toi. C'était sportif là. Vous avez fait 4 heures. Hein? Vous avez fait 3 4 heures. Eh ben, merci l'équipe technique et à la semaine prochaine. Salut. Salut.